Bonjour et bienvenue, vous écoutez une nouvelle fois une discussion critique à l'Arvor, enregistrée dans le cadre d'un atelier mené par moi-même Antonin en compagnie des étudiants de licence 3 de Rennes 2. J'ai donc Édouard, Lily, Charlie, Manu et Capucine qui vont vous parler cette semaine de Imparfait Inconnu, The Brutalist, Maria et Présence. Et on avait dit qu'on commençait par quoi ? On commence par Maria et je crois que c'est Manu qui s'y colle. Maria de Pablo Larraín. C'est ça. Donc le nouveau film qui s'intéresse à nouveau à un destin de femme célèbre. Il avait déjà fait Jackie Kennedy et Lady Diana. Cette fois, c'est au tour de Maria Callas, interprétée par Angelina Jolie, que l'on suit à la dernière semaine de sa vie, juste avant son suicide. Alors, si il avait réussi à faire un dispositif quand même assez clair jusque-là, avec toujours un moment décisif de vie sur lequel le destin semble complètement broyer ces femmes, sur Jackie, ça avait quand même réussi à créer la surprise à l'époque. Le film avait quand même eu un certain engouement, hein, il me semble. Il y avait une certaine fraîcheur dans le genre du biopic, et il y avait un côté un peu anticlimatique où on voyait pas ce qu'on s'attendait à voir forcément. Ici, dans Maria, vraiment ça marche beaucoup moins bien, hein, j'ai l'impression. Il y a ce côté où effectivement on voit pas les grands moments de la vie de l'artiste pour s'intéresser juste à un moment de calme, de deuil, mais en même temps on revient toujours d'une manière ou d'une autre à ces moments-là par des flashbacks qui semblent quand même sont assez inutiles et assez gratuits. Si je me rappelle bien, il n'y en avait pas, hein, que ce soit dans Spencer ou dans Jackie, des flashbacks. Enfin, voilà, ils s'en faisaient quand même relativement l'économie. Oui. Voilà, et là, autant au début, je peux comprendre parce qu'il y a ce côté un peu... alors, soit c'est la facilité, c'est une célébration, soit je lui accorde mon crédit et je me dis que c'est une façon de un peu montrer tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui pèse sur elle, le poids de sa carrière qui maintenant doit être enterré. Donc là, à ce niveau-là, ça reste quand même une proposition, mais une proposition quand même qui, dans le cadre du biopic, est du vu et du revu. Après, pour moi, ce qui est intéressant dans le film, c'est globalement Angelina Jolie. C'est elle qui porte le film. C'est je pense, son seul grand rôle qu'elle a eu. Je veux dire, quand on regarde sa carrière, bon, malheureusement, la pauvre actrice n'a pas eu beaucoup de chances de briller par le passé, mais là, elle démontre qu'elle a su saisir l'opportunité et livrer un jeu qui, malgré le fait qu'elle soit forcée d'être dans la retenue, parce qu'elle a quand même affaire à un personnage qui est noble, un personnage qui veut sauver les apparences, elle a jamais, elle sait jamais ce qu'on pourrait qualifier de sous-jeu. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'émotion qui passe, et c'est juste assez pour nous faire ressentir ce qu'il faut. La moindre fêlure, ce qu'il peut avoir à travers la carapace qu'elle s'est fondée à travers justement ce personnage de Callas, parce que c'est aussi ça le film, c'est un peu ces deux personnalités. C'est d'un côté il y a la Callas, et d'un côté il y a Maria, et c'est la Callas qui est un peu morte avec la voix de la chanteuse. Et voilà. Au niveau de l'interprétation d'Angelina Jolie, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve quand même qu'elle a eu des beaux rôles auparavant, et justement que ce rôle est un peu une parodie de sa carrière presque, parce que elle joue ce qu'elle prétend être en public, c'est-à-dire quelqu'un de très froid, quelqu'un toujours dans le contrôle. Et ça me pose problème justement pour le personnage de Maria, parce que le film va vraiment se centrer sur un personnage dans le déni de son passé, dans le déni de son échec et dans le déni de sa non-liberté, justement. Elle va passer tout le film à explorer des flashbacks où justement elle va nous faire croire qu'elle pense être libre, qu'elle est libre, alors qu'elle reste toujours enfermée au crochet de sa mère, qu'elle reste toujours enfermée par son amant, alors qu'elle lui disait « je ne suis pas une œuvre d'art qu'on met dans un musée », et juste après on la voit enfermée dans un musée. Et pour moi c'est ça le problème du film, c'est que le réalisateur ne saisit jamais le paradoxe de son personnage, qu'il soit intéressant ou pas, parce que en vrai je trouve l'histoire,
peu me chaud de savoir qu'elle est morte comme ça. En fait, c'est triste à dire, mais finalement, le film ne nous donne pas d'intérêt sur sa mort ni sur sa vie avec ce film. Et c'est dommage parce que je pense que ça passe vraiment par ça. Il n'a pas saisi l'enjeu de son personnage qui est à la fois totalement enfermé et qui pense être libre et dans le contrôle. Et il y a vraiment ça dans la mise en scène. Elle va vraiment contrôler tout l'espace, que ce soit le piano qu'elle va demander à bouger tous les jours par son majordome. Et même, elle va contrôler en fait tous les éléments de sa vie. Elle va contrôler les fausses interviews dans sa tête. Elle va contrôler les moments où elle chante. Elle va contrôler le pianiste qui joue pour elle. Elle va contrôler les gens dans son univers. Et ce contrôle, il n'est pas assez contrebalancé par le fait qu'elle soit totalement enfermée, que ce soit par la mise en scène qui juste laisse durer les plans pour montrer, pour mettre en avant son jeu, mais du coup qui est un peu à contre-pied de ce qu'il essaie de faire paraître. Et aussi, je trouve un aveu d'échec du film, c'est vraiment sa fin, c'est-à-dire que la fin du film est centrée sur le majordome et la gouvernante de Maria Callas, qui sont centraux dans sa vie, dans ses émotions, et ils sont finalement énormément absents du film, alors que je pense que c'est vraiment par eux qu'aurait dû passer le regard sur le personnage de Maria. Au lieu de faire un film de Maria par Maria, ça aurait été beau de faire un film de Maria par justement ses proches, surtout qu'elle n'a pas trop d'intérêt finalement et que ses proches ont beaucoup de profondeur, mine de rien, que ce soit la gouvernante ou le majordome qui en fait qui la côtoie, qui l'aime, mais qui quand même garde cette distance face à la Callas en fait. Et ça aurait été intéressant de voir ça, de voir je pars peut-être un peu loin, mais un truc plus de Luc Desclasses, de se dire quel est le lien en fait qui puisse unir une nouvelle riche, parce que c'est clairement une nouvelle bourgeoise qui vivait dans la pauvreté, qui s'est fait violer par des nazis et qui est devenue très riche. C'est quoi son lien en fait avec des gens de classe populaire qui finissent par l'aimer et la chérir comme à la fois une figure maternelle, une figure de sœur et une figure de fille pour la gouvernante par exemple. Et le problème, c'est que du coup, on ne les voit jamais. Et ces derniers plans qui durent, on les voit juste tristes. Pour moi, c'est vraiment un aveu d'échec de ça. Il n'a pas su choisir le bon angle de vue, le bon prisme, en fait, pour parler de Maria Callas. Et pareil, je pense que c'est aussi un aveu d'échec au niveau de la bande-son, dans le sens où il va tester des choses par moment. On s'attend quand même, quand on parle de Maria Callas, à avoir de la musique, beaucoup de sons. Et le mixage ne rend pas vraiment hommage à ça. C'est-à-dire que il va utiliser, notamment avec les flashbacks, les sons d'une voix très claire, d'une voix qui n'est pas cassée, d'une Maria encore grandissante, au sommet de sa gloire, et la voix de Maria totalement cassée du temps présent. Et finalement, il ne va jamais rendre justice à sa voix présente. Il ne va jamais nous dire que voilà, c'est une belle voix, il va juste l'apitoyer sur son sort, en utilisant toujours la même mécanique, c'est-à-dire il va nous montrer le début d'une chanson à l'opéra quand il chantait bien, ensuite quand elle chante mal, et il va alterner tout le temps. Et le problème, c'est que comme il fait ça 3-4 fois, ça nous montre qu'il n'y a pas d'évolution, certes, donc c'est intéressant parce que le personnage est au plus bas et ne va pas s'en sortir. C'est un film qui n'a pas d'espoir en fait sur la fin de son personnage, surtout qu'il commence par la mort. Mais finalement, c'est juste lassant parce qu'il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu nous montrer un moment encore plus fort, encore plus pathétique, où elle essaye de chanter du début à la fin et elle n'y arrive pas. Là, à chaque fois, il la renvoie à sa propre image du passé, mais en servant juste d'un raccord son, ce qui fait que c'est pas, ça choque plus qu'autre chose le spectateur, c'est pas agréable. Donc vraiment, je trouve ça très dommage, surtout que il aime beaucoup, dans Neruda par exemple, faire appel à l'imaginaire, à faire côtoyer la fiction et le film historique, et là il n'y arrive pas du tout, je trouve, avec cette fausse interview auquel on ne croit pas dès le départ, et c'est le but, mais surtout auquel on ne croit pas d'un point de vue du film, parce qu'elle brise sans cesse le quatrième mur, donc ce n'est pas agréable. Donc ouais, c'est très dommage d'avoir fait un film comme ça, alors que je trouve qu'en Portrait de femme, il s'en était beaucoup mieux sorti pour Jackie par exemple. Pour moi, l'un des soucis du film, c'est deux artistes qui essayent de faire quelque chose de différent du film. Tu as d'un côté Pablo Larraín qui veut faire son film biopic méta, essayer de renouveler le genre. Donc, comme tu l'as dit, soit en usant de procédés narratifs extrêmement lourds, qui parfois sont peut-être presque même abrutissants pour le public. Hein. Le coup de l'interview qui s'appelle Mandrax, qui est le nom quand même du médicament, je me suis senti presque insulté en tant que spectateur quand ça arrive. Merci, j'avais compris. Et d'un côté, c'est parce que j'ai l'impression que même lui s'est rendu compte qu'avec ça, et il allait peut-être
perdre certains spectateurs, et pour lui c'est pas le but. C'est pas une histoire de dédoublement de personnalité. Donc c'est-à-dire, il met cette chose en place, et comme il se dit ah non mais en fait il faut que ce soit clair dès le début, que ça soit des hallucinations, parce que c'est pas ça l'enjeu de mon film. Du coup il faut que je surexplique. Bah du coup fallait pas faire ça dès le début, c'était juste une mauvaise idée. Donc on a de ce côté ce réalisateur qui se pense peut-être malheureusement un petit peu plus malin qu'il ne l'est vis-à-vis du genre du biopic, et d'un côté on a justement Angelina Jolie qui pour moi essaye de s'approprier complètement le personnage de la Callas, et pour moi j'ai l'impression que c'est pas tant un film sur Maria Callas qu'un film sur Angelina Jolie elle-même. C'est-à-dire que l'actrice est dans un nouveau moment de sa carrière, parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est une scène en particulier, c'est le moment où il y a un flashback au moment où Marilyn Monroe fait son fameux Happy Birthday Mr. President, et on a un dialogue avec son amant de l'époque qui dit oui non mais, en gros Marilyn Monroe, elle, ce qui nous intéresse c'est son corps, et toi ton corps ça intéresse personne. Et vraiment moi il y a eu ce truc de vraiment on dit à Angelina Jolie ton corps n'intéresse personne. C'est-à-dire que c'est quand même une actrice qui pendant 20 ans on a marketé quasiment tous ses films sur son corps. Donc pour moi ça peut pas être un hasard. Je veux dire, forcément les gens vont se dire ça, on n'est pas aveugle, on voit que c'est Angelina Jolie, on sait tout ce qu'il y a derrière, et là pour moi on parle de l'actrice qui a derrière elle justement tous ces rôles liés à son corps qu'elle ne peut plus faire. Et ça m'a fait penser, alors je sais pas si c'est complètement vrai ou non, mais j'avais entendu dire que lorsqu'elle avait été approchée pour Les Éternels, elle pensait qu'elle allait avoir le rôle principal, et qu'elle était un petit peu tombée des nues quand elle a appris qu'elle a joué en fait dans le rôle de la mentor en fait. Donc là je pense que pour elle il y a eu ce truc de pour moi ça c'est fini, et tout comme Maria Callas qui perd sa voix, elle a perdu on va dire une partie de son instrument de travail, et elle doit s'adapter. Donc là maintenant elle se tourne vers de nouveaux types de rôles, et peut-être pour elle est une renaissance, parce que comme je disais, pour moi j'ai pas eu l'impression qu'elle ait eu la chance beaucoup de briller par les rôles qu'on lui a offerts. Alors peut-être qu'elle a fait des très très bonnes performances avec ce qu'on lui a donné. The Bone Collector. Mais c'est dans ses débuts de carrière ça. Oui. Voilà. Mais ensuite moi je me souviens surtout d'elle. Moi je crois que le premier film que j'ai vu d'elle c'était Hacker. Alors pareil, Hacker, on est déjà dans le cabotinage complet, et ça va un petit peu donner la tonalité pour les 20 prochaines années pour elle. Et donc maintenant en fait il y a ce côté renaissance de l'actrice qui peut enfin un petit peu en quelque sorte se libérer de ce corps là, et se dire voilà, je peux enfin être une grande actrice de cinéma qu'on va plus regarder uniquement pour ce qu'elle a à proposer visuellement, mais en termes de qualité de jeu. Oui, je suis d'accord avec toi sur son corps, que ce soit les Tomb Raider ou ce genre de films, ils sont tous marqués sur ce corps, mais je pense que c'est encore plus profond que ça, dans le sens où elle a quand même eu 2 cancers du sein, et donc ça a beaucoup modifié son corps, et je pense que clairement elle s'est représentée dans le rôle de Maria Callas, qui est anorexique dans le film, clairement, et a des problèmes de santé, ce qui est très proche à l'actrice, donc je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un film aussi sur Angelina Jolie, même son caractère, je trouve, je la connais pas évidemment, mais elle donne cette image qu'elle a en public en fait, de contrôle de tout, alors que tout semble s'effondrer autour d'elle, quoi. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est à la fin du film, c'est de repasser au moment du générique à des images d'archives, parce que pendant tout le film, même le début du film, on a ce côté images d'époque reproduites, et en fait ça fait juste que quand le film se termine, on sort du film complètement, c'est-à-dire que ça brise un petit peu le film que le contrat a fait avec nous, et on retombe dans l'hommage, on va dire, la grande perte, Maria Callas, qu'est-ce qu'on la regrette. Et effectivement, pour moi, il y a encore cet aveu d'échec de la reine qui se reprend à nouveau le film maintenant que Angelina Jolie a fait son travail. Maintenant qu'elle n'est plus là pour le montage, voilà, je fais mon petit générique et j'en ai plus rien à faire de elle, comment elle a travaillé son personnage et de comment elle a fait le film. Pour moi, il y a une sorte de mini trahison à ce niveau-là. Et pour moi, tous ces petits problèmes fait qu'on a affaire, je trouve, à un film
relativement vide quand même, parce que malgré ce qu'on a dit sur la carrière d'Angelina Jolie et le rapport qu'on peut faire, j'ai pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à creuser quand même à ce niveau-là. Ça reste quelque chose qu'on fait relativement le tour, et je pense qu'on aura beau revoir le film, on va pas réussir à... Le Terrier de Lapin, il est pas très profond, quoi. Après, tous les films n'ont pas besoin d'être le cas, mais quand un film prend ces allures-là, on va se dire, ah oui, quand même, tout ça pour ça, quoi. Bah, je pense que oui, si, vous en avez bien parlé, hein, puis vous avez fait le tour, mais voilà, vous lui avez creusé sa tombe. Surtout, vous êtes vraiment mauvais. Et non, je regardais, j'étais en train de me dire, oui, Angelina Jolie, c'est quoi? Comment ça se fait que c'est une star? Et c'est vrai que j'ai beau chercher, je trouvais pas, mais je me note The Bone Collector pour regarder ça. On passe au deuxième film, si ça vous va, dont on devait parler, et ça sera donc Un parfait inconnu de James Mangold. C'est Charlie qui s'y colle. Oui, donc Un parfait inconnu, donc encore un biopic musical ce coup-ci, avec du coup sur Bob Dylan, qui n'est pas mort d'ailleurs. Je n'avais pas fait gaffe, mais non, il n'est pas mort, donc ils font maintenant des biopics sur des gens qui sont même pas morts, qui est interprété du coup par Timothée Chalamet, qui est toujours en vie. Qu'on voit peut-être d'ailleurs un peu trop à mon goût en ce moment, et c'est un des trucs qu'on m'avait dit avant d'aller voir le film. C'est vrai que comme on voit beaucoup Timothée Chalamet, et qu'il n'y a pas de transformation physique incroyable, personnellement j'ai plus eu l'impression de voir Timothée Chalamet essayer de jouer le rôle de Bob Dylan que vraiment voir Bob Dylan. Après je connais quelques musiques de Bob Dylan, mais je regardais pas forcément à quoi il ressemblait ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir Timothée Chalamet essayer quelque chose pendant 2h30, et c'était pour ma part un peu long. On part sur un début qui... en fait, c'est que pour moi, le film perd son intérêt en essayant d'être original par rapport aux autres biopics qui ont été faits dernièrement. Donc, le biopic sur Amy Winehouse, le biopic sur Bob Marley, qui était horrible. En fait, du coup, ça va être concentré sur qu'une toute petite partie de sa vie. Donc, en vrai, c'est un parti pris qui peut être original. Mais du coup, on s'attarde beaucoup sur des événements où on interprète des choses qui sont très très longues, et du coup le personnage en 2-3 ans, peut-être un peu plus, il évolue presque pas. Il passe d'un gamin un peu arrogant qui est sûr qu'il va percer et qui essaye, et où on peut commencer à s'attacher au début parce que en tant que personne qui essaye de créer des choses, on se dit il galère mais il essaye et tout, il squatte, il a vraiment envie, mais à aucun moment en fait on voit qu'il crée. Alors je vais essayer de trouver dans le bon sens de ce que je veux dire, mais vraiment le moment où j'ai trouvé le film très intéressant, c'était par rapport aux événements qui se passent en même temps aux États-Unis, par rapport à la guerre froide et la peur que l'URSS bombarde les USA. Et on voit juste après justement qu'il fait une musique sur la guerre, la paix, etc. Et à ce moment-là, justement, le film est très intéressant parce que il montre son processus de création, il montre un petit peu pourquoi il écrit, d'où il sort ses chansons ou quoi que ce soit. Mais sinon, tout le reste du film, ces chansons, elles sortent de nulle part. Il n'y a aucune approche de pourquoi il sort cette chanson. Il y a juste un autre moment où ça parle un petit peu de sa relation avec une fille, du coup, sa copine. Enfin, je sais pas si c'est vraiment sa copine parce qu'il les balade toutes les deux de droite à gauche tout le film. Elle s'en va parce qu'elle en peut plus. J'ai envie de dire oui, va-t'en, il est horrible. Mais sinon, le film, à part le début où vraiment il y a il fait quelque chose, il a vraiment une envie, une passion, et il est fan j'ai plus le nom, d'un autre chanteur qui va voir à l'hôpital, dont il a vraiment envie de prendre comme l'énergie pour devenir lui-même une star. Mais après, tout le long du film, en fait, il devient juste un gamin arrogant qui veut ne passer que ses nouvelles musiques et qui rabâche ça tout le long. Et non, j'ai trouvé le film très très long surtout sur le personnage qui est... Déjà, on voit Timothée Chalamet tout le long, et puis le personnage est simplement insupportable. Donc, c'est un parti pris de montrer que les stars sont pas toujours agréables aussi. Mais vu qu'il n'y a pas d'évolution et ni de contraste, on voit pas l'intériorité du personnage, son âme, pourquoi il écrit, il fait le mec sombre, mais moi je suis mystérieux, tu peux pas comprendre, sans expliquer aucune fois pourquoi. Donc non, j'ai vraiment eu du mal à rentrer, à m'accrocher au personnage et donc à suivre l'histoire du film. Voilà. Je t'avoue que moi je suis pas d'accord avec ça, parce que du coup, de ce que j'ai perçu,
Je voyais plus ça du coup comme une évolution, mais une évolution de sa musique. Parce que je trouve que le point de vue de musical est hyper intéressant parce qu'on n'est pas sur un biopic classique où justement on est là pour explorer ses sentiments les plus profonds et ses relations avec les autres. Non, c'est chaque personnage qui est apporté à l'histoire apporte pas forcément à Bob Dylan, mais apporte à sa musique et à comment elle s'est construite. Même sur plein de petits détails, on remarque que vraiment la musique c'est le centre du film, vu que déjà on n'a que des sons de Bob Dylan. Je suis même pas sûre qu'il y ait de sons d'ambiance derrière. C'est pratiquement que des sons à lui. Et il y a les choix de guitare. À chaque fois, en fait, on est sur des choix, mais les choix, c'est quelle guitare va-t-il prendre, ses choix de musicien, comment chaque musicien a atterri dans sa vie, qu'est-ce que ses copines ont plus du coup apporté à sa musique, vu qu'il y en a une qui est dans l'univers de la musique. Tous ces choix, en fait, toutes les personnes qui l'entourent, c'est des personnes qui ont participé à l'évolution de son registre musical. Et du coup, à ce que... Comment est-il devenu une star, mais comment il a fait connaître sa musique. Puis tous les événements qui l'entourent, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, c'est des événements qui sont vraiment passés et qui ont vraiment marqué l'histoire des États-Unis. Et du coup, je trouve que c'est plus intéressant sur son côté des inspirations qui lui ont permis d'accéder à ce qu'il est maintenant et à ce que sa musique représente réellement pour du coup le pays. Et moi j'ai bien aimé parce que du coup on décale un peu des biopics classiques où on explore vraiment tous ses sentiments les plus profonds et comment ils sont comportés avec ses copines. Et là c'est un abruti fini, c'est sûr et certain, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans ce film, parce que vraiment toutes ces musiques, même s'il explique pas comment il les fait, c'est plus ce côté musical, technique, avec tous ces musiciens qui l'entourent tout le temps. On peut voir ses choix du coup d'instruments, même ses choix du coup de registre, vu qu'il a eu un très grand virage, on va dire, mais qu'il a assumé totalement. Et même on montre que ça n'a pas plu au public, mais que lui, c'est sa musique qu'il a voulu transmettre. Et c'est ce qu'il a fait. Et même du coup dans la scène d'ouverture où là il va à la rencontre de son idole. Déjà je trouve ça intéressant de pas partir pour c'est un petit gars tout paumé. Bon là juste c'est un gars paumé, mais il a un énorme objectif, c'est de rencontrer sa star, et ça va juste couler tout seul. Il n'y a pas d'épreuve réelle, difficulté où on voit là il galère, il fait quand même ses musiques. Non, c'est juste crescendo, sans être complètement en difficulté, un personnage qui est pauvre ou qui a pas d'argent. Non, il a un appartement, il est bien, il est rangé, mais juste on se concentre que sur sa musique, quoi. C'est ça que je trouve quand même assez intéressant. Moi pour ma part je l'ai pas perçu comme ça. En fait, c'est que je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu un film fan service, où je me dis voilà, c'est un biopic, et souvent il y a toujours un peu l'écueil de se dire faut faire plaisir aux fans. Et par exemple le passage des morceaux, moi j'y vois un peu un côté playlist où on fait forcément passer que les morceaux connus, et je trouve que le film a pas forcément d'attention portée particulièrement aux morceaux, parce qu'en fait il y en a tellement qu'à la fin on les écoute sans les écouter, on n'y prête même plus tellement attention. Et par exemple, une des rares scènes de musique qui m'ont vraiment marqué dans le film, c'est quand il fait une sorte de jam avec un mec sur un plateau télé et tout, où ça commence à jouer à deux, les deux guitares se mélangent et tout, c'est un peu kiffant. Et dès qu'on commence à rentrer dans le mood, bam, ça cut, on passe à autre chose. Et je sais pas si c'est un événement qui est vraiment arrivé et que du coup qui retransmet dans le film, mais j'ai un peu le sentiment que c'est un peu genre mode c'est un passage obligatoire de sa carrière, faut le montrer, ce truc là c'est connu. Et j'ai un peu l'impression que ça fait un peu un film Wikipédia, quoi, où en fait on va énoncer les grands moments. Il a commencé comme ça, il s'est passé ça, mais sans rentrer en profondeur dans le personnage. Et par exemple, ce côté de on sait pas d'où il vient, c'est dit en mode oui, on sait pas d'où il vient, mais c'est pas creusé. J'ai l'impression que si jamais j'allais sur internet où je prenais le premier bouquin un peu lisse sur sa vie qui résumait les grands moments, j'aurais les mêmes infos, et on creuse pas sous la terre, quoi, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en plus le film il fait 2h30, alors je les ai pas sentis 2h20 par là, je les ai pas sentis 2h20, mais au final ce que je retiens c'est juste ce mec c'est un con, et les gens aimaient pas qu'il passe à l'électrique, ce qui est un peu dommage parce que même si je me suis pas ennuyé, ça fait un peu faible pour 2h20 de film, quoi. Voilà. Et juste pour ajouter par rapport aux playlists, moi je trouvais que ça faisait un peu une liste de gens, de personnalités qu'il a rencontrés au cours de sa carrière, où on les voit 2 secondes. Tu disais par rapport aux musiciens qu'il a rencontrés au fur et à mesure. En vrai, oui, mais d'un côté, on s'attarde pas vraiment sur eux, pas plus que ça. Ils arrivent dans sa vie, ok, ils sont dans sa vie, c'est tout, pas plus. Et c'est vraiment en fait, le film est autant nonchalant que le personnage. Oui, c'est ça, et puis voilà, tais-toi, c'est juste que tu vas comprendre. Et
sais pas, moi, après, c'est mes goûts personnels, mais j'ai du mal à m'accrocher au film quand le personnage m'intéresse pas du tout et que j'ai juste envie de l'étrangler tout le long du film. Donc, non, c'est un peu une liste de courses, mais en même temps sans trop en dire parce que faut pas que ça fasse biopic basique, classique qui sont sortis les 10 dernières années, quoi. Après, pour nuancer quand même, parce qu'en vrai, le film, je l'ai pas détesté en vrai, comparé à d'autres biopics où vraiment je me suis ennuyé, quoi. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de montrer que souvent dans les films ou comme ça sur les artistes, il y a toujours un peu ce truc de ah, il y a l'artiste incompris, il y a les producteurs qui veulent de l'argent et tout. Et dans le film, il y a un peu le contre-pied de ça qui est pris, typiquement où l'antagoniste entre guillemets du héros, c'est pas le producteur véreux qui est limite plus de son côté. Sans et ce qui est intéressant, alors que pourtant Bob Dylan dans le film n'est pas montré comme un mec hyper capitaliste qui pense qu'aux thunes, c'est un artiste, mais il est plus proche du producteur. Et son antagoniste, c'est plus Pete Seegers, joué par Edward Norton, qui et lui est un peu dans le côté tradi, non, reste dans la folk, fais ton truc et tout. Et pareil, là où dans beaucoup de biopics, le concert de fin, c'est forcément là où il tue tout, le mec qui rentre dans l'histoire, quoi. C'est un concert où il se fait huer, il se fait détester et il passe juste pour un tocard qui a rien à foutre là, quoi. Et limite, et perso dans le film, je comprenais presque le point de vue des antagonistes qui disaient non, mais c'est un festival de folk, tu fais pas de rock, qu'est-ce que tu vas faire là, quoi. Et ce qui en vrai, limite, ça se comprend presque en fait, quoi. Et en même temps, on comprend qu'il est un peu tiraillé de bah oui, je viens de la folk, mais en même temps, je veux tester d'autres sons. Et on peut s'imaginer même que, bon, bah, même si est-ce qu'il serait accepté dans le milieu électrique, vu que pour les gens, c'est un mec qui fait de la folk, etc., quoi. Donc, que ça prenne un peu le contre-pied, c'est pas mal. Ça, j'aimais bien. Après, j'ai pas vu 400 biopics, donc si ça se trouve, c'est même pas si original que ça, mais. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup ils sont quand même obligés, de toute façon c'est un biopic, de montrer les périodes les plus importantes de sa vie, sinon on n'est plus dans l'illustration de sa vie, quoi. On n'est plus du tout dans ça, mais de se concentrer sur par exemple le gros morceau de son passage à l'électrique, c'est quelque chose qui viendrait peut-être pas forcément à l'esprit des gens quand on pense à Bob Dylan, et même ce côté du coup des antagonistes, justement comme tu disais, je trouve que les personnes qui l'entourent pour une fois sont un peu grisées. Il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes ou de bonnes personnes, et vraiment la personne qui est totalement une mauvaise vraiment personne dans le film, c'est Bobby Dylan en fait. Donc je trouve ça assez intéressant parce que du coup c'est lui qui évolue dans un monde où c'est assez partagé, et au final c'est lui qui est en fait le problème dans l'histoire. Et du coup, on le ressent comme ça, et je trouve ça assez intéressant parce qu'on perçoit aussi du coup le côté du public, comment il a perçu quelques-uns de ses sons, même si c'est très peu développé sur certains points, comme vous l'avez dit, il y a même ces musiciens et tout, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu plus du coup de développement là-dessus, sur son côté. Ils auraient pu pousser le bouchon un peu plus loin pour justement qu'on soit encore un peu plus dedans. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que du coup, le passage à l'électrique, c'est quelque chose qui a marqué du coup sa vie, mais qui est pas forcément la première chose, je pense, à laquelle on pense. Et même l'histoire de son mentor, ou qui aurait voulu qu'il reste en plus dans un côté traditionnel, on se dit il va toujours avoir raison, il va forcément le ramener à la raison à chaque fois, et au final non, on se rend compte que vraiment là on suit ce qu'il a pensé à ce moment-là et comment ça a été perçu par tout le monde en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça reste quand même global, et ça fait limite plus la présentation d'une période musicale en fait, plus que seulement Bob Dylan en fait. Du coup je trouve ça assez cool quand même, parce que du coup on a du coup une présentation limite de dans quel espace ce personnage du coup a évolué en fait, et de quoi il a tiré ses inspirations, son évolution. Du coup voilà. En vrai, je suis d'accord avec toi, mais du coup, je me demande, parce que c'est vrai que je crois que c'était toi, Charlie, qui parlait d'une iconisation du personnage qui était un peu à l'outrance, quoi, où on le rend un peu ténébreux, etc. Et je me demande si du coup le film c'est pas un peu contraint de prendre la route un peu habituelle de voilà, l'artiste un peu torturé. Je sais que moi, qu'il y a une scène qui m'avait marqué comme ça, où c'est après un concert, il est dans sa loge, il est dans une chambre d'hôtel, il tire la gueule. Et il y a une ellipse, donc la scène commence le soir, il y a une ellipse, c'est le jour, il a vraiment la même position sur son bureau, ou en train de tirer la gueule, comme s'il avait passé la nuit dans son air, avec son air ténébreux et incompréhensible, quoi. Et même pareil, le fait qu'il soit infidèle, mais que quand même il y a la scène de rupture où il est en mode mais non, mais je comprends pas, je t'aime, alors que bon, en vrai, le mec il mérite juste de se faire quitter, quoi. Donc je me demande si, parce que en vrai le tiraillement il est intéressant, mais je pense que le film c'est un peu contraint par ce côté un peu de ah mais c'est un biopic, c'est un artiste qui est aimé par plein de gens, faut un peu le rendre cool, un peu quoi, un peu comme l'a fait Oppenheimer, quoi. Donc c'est un mec qui a fait la bombe, mais bon quand même c'est un peu un génie, il faut comprendre.
alors que bon voilà quoi. Et je pense que peut-être que si le film s'était affranchi de ce côté héros quoi, je pense que là il brillerait le plus. Je me demande. Bah, en fait, c'est qu'il y a surtout moi, je me souviens d'une scène avec sa copine au tout début où elle est en mode mais dis-moi quelque chose parce que moi je te parle de ma vie et toi tu me racontes mais absolument rien du tout. Et je sais pas, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit bon, il va peut-être à un moment se lâcher un petit peu et raconter sa vie. Je crois qu'il parle un tout petit peu à sa copine à un moment de son passé, mais genre vraiment 2 secondes. Et c'est tout. Et j'ai en mode, mais on ne sait pas, en fait, on ne sait pas qui c'est. Enfin, ce personnage que j'ai vu du début à la fin, je ne sais pas. C'est vraiment une façade extérieure d'un point de vue extérieur, mais j'ai rien appris. Après, c'est le Sur principe Bob du Dylan. film aussi. Ça s'appelle Oui. Un parfait inconnu. Oui. C'est pas un titre anodin. C'est Mais ceci dit, après, c'est super intéressant, même dans vos dissensions, ce que vous dites et tout. Après, moi, je prétends pas être un grand connaisseur de Dylan, mais Dylan dans la culture populaire, c'est un marqueur fort aussi parce que c'est quelqu'un qui échappe complètement à la catégorisation. Et c'est vrai que ce moment-là central de son passage à l'électrique a fait un peu de bruit à l'époque dans le milieu de la contre-culture parce que justement, on quittait les terrains des années 60 pour celui des années 70, en gros, quoi, du rock, de la folk au rock et tout ça, de quelque chose de traditionnel, engagé, un truc, voilà. Mais lui, il a participé à ce truc-là, ça a été une date fondatrice. Mais après, il a aussi eu des trucs moins on va dire, chaque album était construit contre le précédent. C'est quelqu'un qui, à la limite, on pourrait résumer, genre dès qu'il a été mis dans une case, il a fait tout ce qu'il était possible pour en sortir. Et genre, il a fait la chanson We Are the World avec Quincy Jones et tout ça. Tu dis comment ça se fait que Bob Dylan se retrouve là-dedans. Il continue à faire des. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui aussi, au plus, a fait des films, mais qu'il s'est empressé de rendre invisible aussi derrière, dont les tournées ont été filmées et il y a eu des films, il les a invisibilisés, il a refilé des rushs à Scorsese, il a supervisé le montage que Scorsese en faisait, mais pour reconstruire aussi une image qu'il avait de lui. Donc c'est quelqu'un qui est réputé pour tous ceux même qui aiment beaucoup Dylan, qui le connaissent, pour être un mythomane, ça serait la façon la plus méchante de le proposer, mais en tout cas quelqu'un qui n'a cessé de se construire une identité contre la précédente qu'il avait endossée. Donc il y a eu un autre film sur Bob Dylan de fait dans les dernières années, même si ça remonte maintenant, et il s'appelait, c'est un titre assez voisin d'Un parfait inconnu, parce que c'était un film de Todd Haynes, et ça s'appelait I'm Not There, je suis pas là, et où Bob Dylan était incarné par 7 acteurs différents, dont Cate Blanchett. Et en fait, où chaque fois, il y avait une facette différente de Bob Dylan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est effectivement, je fais juste des éléments de contexte et évidemment qu'il n'y a pas besoin de les connaître pour apprécier ou pas le film. Mais en tout cas, dans la tête de James Mangold, qui lui aime Dylan, et de Jay Cox, qui est un des monteurs, critiques de cinéma et scénariste de Scorsese aussi, je crois, donc plutôt aussi un vieux monsieur, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. C'est-à-dire, on veut faire un truc sur Bob Dylan, mais on sait très bien que le projet, il est impossible. Il est impossible. Donc, forcément, à travers ces questions-là, ça va mettre en jeu toute la question du biopic dont vous avez parlé. C'est est-ce que, on peut, si on illustre juste quelques passages comme ça, on arrive dans le wiki cinéma. En même temps, si on essaye d'aller trop dans la profondeur du personnage, type tous les traumas, le précédent film, un des précédents biopics de James Mangold, c'était Walk the Line. Sur Johnny Cash, qu'on voit aussi dans... Et ça, c'est le parangon du biopic classique. Le film, il n'est pas nul, mais c'est le parangon du biopic classique qui va accentuer sur tous les traumas. Johnny Cash, qui perd son frère quand il est petit, dont le papa ne l'aimait pas, donc il fait de la musique avec cette douleur-là. Il résume. Là, si on veut percer le mystère de Johnny Cash, on se dit, je regarde Where's the Line. Mais sauf que, est-ce que le personnage de Johnny Cash dans la réalité, est-ce qu'on peut le réduire à 2h20 de film ? Je ne suis pas sûr. Mais par contre, on en ressort plus satisfait en se disant, on connaît Johnny Cash, mais est-ce qu'un film est fait pour connaître quelqu'un ? C'est un peu compliqué aussi de dire ça. Mais voilà, c'est en tout cas tout ce que vous avez dit, dresse en tout cas les contours des forces des différentes approches qu'on peut avoir voir sur ce film. Mais une chose tu voulais reprendre la parole peut-être ? En tout cas, une chose qui est importante aussi dans le film, effectivement, c'est que, comme vous l'avez dit aussi, le film, il est presque dédramatisé, il n'y a pas d'antagoniste. On le voit, on n'accède jamais à l'intériorité de Dylan, mais c'est aussi un film qui est construit que sur des gens
qui regardent Dylan et qui se disent c'est qui ce type quoi. Et en même temps c'est marrant parce que c'est un double effet ce truc là, à la fois ça crée une opacité, le personnage on saura pas qui c'est, mais ça crée quand même malgré tout une sorte d'iconisation parce que c'est quelqu'un, tu l'as dit toi à un moment, c'est voilà le mec un peu ténébreux, inaccessible et tout ça quoi, donc ça crée une sorte d'icône quoi. Mais par contre tout le film est basé là-dessus, c'est que des jeux de regard sur de personnages qui regardent quelqu'un, ou Dylan qui regarde Johnny Cash, qui regarde John Baez, et puis il y a sa fille, la copine qui regarde Dylan, et qui sont tous en train de se de confronter leur réalité avec l'image qui laisse transparaître quoi. C'est vrai que moi je trouve que par contre sur ce point-là ça soulève un sujet assez intéressant du coup du film, c'est que ça parle aussi quand même d'une certaine manière de la vie privée aussi des artistes en fait, parce que c'est certes la mythomanie de Dylan, je pense qu'elle a été confirmée sur plein de points, mais cette question de vie privée où justement du coup ce personnage-là il dure encore dans le temps, même encore maintenant, je pense qu'il a, je sais pas combien, je connais pas exactement sa discographie, mais je sais qu'il a sorti énormément encore d'albums, il a fait énormément de choses, mais je pense que du coup là on est sur un film où il questionne aussi la question de la vie privée, justement, on connaît rien de cette personne, alors que si on part sur des personnages beaucoup plus connus, comme du coup on en parlait Elvis tout à l'heure, on a vraiment son enfance, sa période amoureuse, ses amis, tout, on a tout en fait, on connaît tout, et du coup il n'y a plus de mystère, et ça peut du coup peut-être même entraîner une certaine un délaissement du public, que là on a vraiment cette question où sa vie privée elle est du coup vraiment privée quoi, elle est enfouie au plus profond, même lui je suis même pas sûre qu'il sache tous les détails de sa propre vie, et du coup je trouve que c'est très intéressant parce que du coup il soulève un point de quelque chose où même des artistes encore maintenant on connaît énormément de choses, mais en fait du coup ça limite intéresse plus tant que ça le public, et on peut avoir une date limite en fait de carrière, sauf que là il y a toujours un tel mystère qui plane autour de ce personnage que même après le film du coup on va vouloir en savoir plus, mais on peut même pas en savoir plus en fait, c'est limite imaginatif, et du coup je trouve que ça construit du coup encore du coup plus cette iconographie, et du coup c'est très intéressant, et ça du coup apporte beaucoup de choses à ce personnage encore en fait, ça renforce son image, et ça l'illustre bien du coup, et puis ça pose des questions peut-être qu'on de base on se poserait pas forcément avec d'autres personnes un peu plus connues aussi. On en a fini sûrement avec un parfait inconnu. Je ne sais plus si je vous avais évoqué ça en off ou quoi, mais si la question du biopic et tout ça vous intéresse, moi je vous recommande vraiment de regarder une grosse connerie qui s'appelle Walk Hard, The Dewey Cox Story avec John C. Reilly. C'est une parodie de biopic, avec plutôt en particulier une parodie de Walk the Line, justement de James Mangold avec Joaquin Phoenix. Je pense que c'est impossible après de regarder des biopics une fois qu'on a vu ce film. Enfin, c'est une parodie, donc du coup, tous les archétypes et tout ça des biopics vont être hyper bien mis en avant et tout ça, et c'est très 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 drôle. On passe au troisième film de cette discussion, et ça sera The Brutalist de Brady Corbett. Tu as 3h30 pour en parler, Edouard. Alors, Brutalist, donc un faux biopic. C'est pas grave. Brutalist, un faux biopic sur, j'ai plus son nom, mais un architecte qui n'a pas existé. Laszlo, et voilà, c'est Laszlo Toth, comme ça. Un architecte qui aurait été précurseur, donc hongrois, qui aurait été précurseur du coup du genre du brutalisme. Et pour moi, ce film, c'est un peu une métaphore, une grosse métaphore sur l'artiste, le rôle du cinéaste dans un film en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film où en fait on suit ce mec c'est un peu l'archétype, immigré hongrois qui arrive aux US pour fuir le fascisme, c'est un peu une success story en fait, on s'attendrait presque à un Rise and Fall, bon c'est pas vraiment le cas au final, ce qui est pas plus mal en vrai, et où pendant plusieurs années il essaye de construire une sorte de truc impossible, une sorte de gymnase qui serait à la fois un musée, à la fois une université, un truc dans le genre, dans son style brutaliste qui plus le film avance, plus on se rend compte qu'en fait son bâtiment n'a pas de sens, et où cependant on voit qu'il est très têtu sur ce qu'il veut, et je trouve que le film il rend bien compte un peu de ce truc chez les cinéastes, le cinéaste a une vision qu'il veut tenir, et là où les producteurs ou d'autres personnes extérieures ont juste une vision économique de la chose et pratique, ne voient pas toute la symbolique et le côté personnel que peut avoir une œuvre chez le cinéaste. En plus, je trouve que la comparaison avec l'architecture est d'autant plus pertinente car
le cinéma, on peut le voir comme une industrie, comme un art, mais pour le public, c'est davantage soit un art, soit un divertissement en fait. Hein. Et un divertissement, on peut le voir comme un côté plus pratique de bon bah voilà, j'ai 2 heures à claquer, je mate un film et je m'amuse. Et du coup, cette comparaison qui est faite du coup avec peut être faite avec le bâtiment que supervise Laszlo, dans le sens où bah voilà, pour lui c'est une œuvre d'art qui a une symbolique. Donc là, en l'occurrence, on le découvre à la fin, c'est un peu le plot twist de la fin, symbolise sa déportation dans un camp de la mort, dans un camp de travail nazi, pour lui et sa femme. Sauf que pour les gens qui le financent, c'est juste une sorte de fantaisie de riche qui sera à la fois université, un gymnase, bref, un truc purement pratique en fait, quoi. Et du coup, là où on se dit, ah ben non, c'est un mec têtu, voilà, donc il y a une scène assez marrante comme ça où un autre architecte veut lui baisser sa hauteur sous plafond. Il lui dit, non, 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 on va pas me baisser de 3 mètres, je veux ma hauteur sous plafond. En fait, nous on se dit, mais il est complètement obsessif ce mec. Mais en fait, on se rend compte que bah non, justement, car ça correspond en fait finalement complètement aux mesures de la cellule dans laquelle il était déporté en fait. Et, et comment dire, en fait je trouve que c'est le film, j'aimerais bien le comparer avec un autre film genre Oppenheimer, parce que c'est un peu le même truc, c'est on prend un génie, on montre un peu sa vie machin, et là où Oppenheimer c'est juste de l'iconisation un peu bas de plafond, etc. Là je trouve que ce film il réussit vraiment à faire, je ne sais pas comment trop le dire, mais en vrai on prend un peu pour héros ce personnage, mais je trouve que ça en fait pas des caisses, et c'est juste par ses faits, il n'y a pas ce truc de ah non je suis incompris et tout, ce qui reste toujours assez humble et assez imparfait en plus, quoi, parce qu'il est même des fois, il peut même des fois être assez exécrable, mais en même temps quand on voit à quel point son œuvre lui est personnelle, bah il y a un peu un truc de on comprend, quoi, en fait, voilà. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le film. J'aime bien les films qui détruisent un peu le rêve américain, justement comme il le fait avec un homme qui émigre justement pour une vie meilleure et qui se retrouve avec une vie qui stagne et qui est presque pire qu'avant, finalement. Le choix d'en faire un film si long, je dois avouer qu'au début ça a été dur de s'accrocher, surtout j'ai vraiment du mal avec les films qui divisent, qui font... qui font prologue, épilogue avec des chapitrages, et les 15 minutes de pause m'ont assez assommé, je dois l'avouer. Je vois l'idée, mais pour moi ça colle pas, ça m'a presque un peu gâché la fin. Mais tout le parcours de Laszlo est vraiment très intéressant, surtout que le film, je trouve, joue sur des rencontres et des au revoir qui sont différés. Typiquement quand il arrive aux États-Unis, on va avoir la voix off de sa femme qui lit une lettre qu'il lui envoie. On ne sait pas en fait qu'il ne l'a pas encore reçue, parce que lui à ce moment-là pense qu'il est mort, et nous en fait on se dit juste ok, là il le lit, on voit les deux événements en parallèle, et on se rend compte plus tard que non, en fait il pensait qu'elle était morte quand nous on a eu l'information. Donc non seulement on n'a pas eu les rencontres avec sa femme, mais en plus on n'avait pas tous les éléments, on n'était pas dans le même univers que lui à ce moment-là. Pareil, il va rencontrer quelqu'un à New York qu'on ne reverra plus jamais, alors qu'il lui fait des adieux, mais larmoyant, il revient deux, trois fois lui dire au revoir avant le train. Et ça résume un peu aussi sa rencontre avec du coup l'homme qui va l'engager pour faire ce grand bâtiment, qui va d'abord l'envoyer chier et ne pas le revoir en fait pendant presque, je pense, 1 an, où il va du coup travailler dans des chantiers. Et ce faux rêve américain, il transparaît énormément aussi avec le parallèle qu'on va faire avec le personnage de son cousin, qu'on va nous montrer bien intégré, qu'on va nous montrer lissé, catholisé, qui parle en fait de lui dans cette société américaine qui a transformé son nom pour qu'il colle, qui est devenu catholique, qui ne va plus du tout qui n'est plus du tout dans le judaïsme. Et c'est très intéressant parce qu'il va vraiment les construire en parallèle tous les deux au début, en nous montrant que lui a réussi dans ce monde, lui serait du coup la figure de l'émigré, du self-made man qui réussit, et finalement tout est basculé dans la scène de rencontre avec le riche entrepreneur, dans laquelle il va être écrasé par son cousin qui, même si lui n'a rien à faire dans ce monde, a tellement de présence en fait qu'il ne peut pas rivaliser. Donc on va vraiment nous montrer Laszlo qui est très différent des autres, parce que il va jamais vouloir totalement s'intégrer, et 2, parce qu'il a quand même une forte tête dès le début. Et ce passage-là, de tout le début, au début, il y a beaucoup de débuts dans ma phrase, je trouvais ça très long, et tout a payé au moment où va y avoir la seconde rencontre pour le coup avec le producteur, le sorte de mécène. Le mécène, l'entrepreneur, parce que toute cette partie-là va être un espèce de jeu où lui va essayer de chercher Laszlo en lui disant ok,
j'ai eu tort, ton travail est incroyable. Il va essayer de le percer, de le faire entrer dans le jeu en mode deviens mon ami, construis quelque chose d'intelligent avec lui. Avec moi, comme ça, on va faire des beaux projets. Et en fait, il va jamais capter. Laszlo, on dirait qu'il ne comprend pas. En fait, ça lui échappe ce monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va vraiment échouer aux États-Unis. Je trouve il va vraiment à chaque fois ne pas comprendre les sous-entendus que va lui faire cet homme. Et ça va l'énerver d'ailleurs. C'est notamment tout l'enjeu de la deuxième partie où en fait, il se rend compte à quel point. Enfin, Laszlo n'a jamais compris cet homme, et cet homme n'arrivera jamais à capturer Laszlo. Laszlo lui échappe dans leur conversation, lui échappe dans son amour. Enfin, puisqu'on le verra plus tard, mais il lui échappe tout le temps, et c'est ce qui rend le personnage de Laszlo très beau, malgré le fait qu'à un moment donné, il prend une espèce de grosse tête qui est un peu typique, je trouve, du Rise and Fall, alors que justement, il n'y en a pas, donc c'est très intéressant. Et au niveau de l'image, il sublime énormément toute la matière. Vraiment, il nous dit ok, on va faire un film sur un architecte, mais on va vous montrer l'architecture. C'est vraiment chouette. On voit la gadoue, on voit toutes les étapes du chantier, on voit des colonnes. On comprend pas où ça va au début, comme tu dis. En fait, il faut attendre vraiment l'épilogue pour comprendre c'est quoi ce bâtiment, parce que il y a des explorations du bâtiment à un moment donné, notamment quand le mécène en fait va disparaître, et c'est assez étonnant au début. On se dit mais on va jamais le retrouver, et on le retrouve jamais, et c'est très bien fait sur ce point de vue-là. Même on comprend pas parce que le sous-sol a l'air tout le temps inondé. On se dit mais la maquette était censée être quelque chose de très lumineux, finalement c'est super sombre. Et le fait qu'ils repartent à la fin en Israël, enfin qu'ils partent plutôt pas qu'ils repartent, c'est vraiment un aveu d'échec de ça. Il va jamais réussir à se fondre dans le moule, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il va vraiment les entraîner dans sa chute. C'est-à-dire c'est les États-Unis qui cannibalise en fait cette diversité, cet art, et aussi l'argent qui cannibalise l'art, mais c'est montré avec ce producteur qui parfois pourrait être un peu caricatural, mais qui le montre quand même comme un self-made man. Et du coup c'est intéressant parce que Laszlo aurait pu devenir cet homme, et il a refusé, et c'est ce qui énerve cet homme justement. Et du coup j'ai trouvé ça très 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 intéressant, très 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 bien fait. Juste vraiment le découpage m'a un peu sorti du film, vraiment l'épilogue. D'un côté, l'épilogue a du sens, et d'un autre, je le trouve très décevant, mine de rien. Mais c'est peut-être aussi le point de vue du film, dans le sens où c'est un film très décevant, en fait, sur la vie, sur le monde. Donc, ouais, c'était super. Je pense que ça montre déjà que le film est vraiment bien parce qu'il y a trop de trucs à dire. Mais c'est vrai que j'ai oublié d'aborder cet aspect-là, parce que j'ai surtout abordé l'aspect cinéaste, mais aussi. Enfin voilà, souvent le truc qui serait un peu convenu, c'est de dire bon bah voilà, c'est un immigré qui va aux US pour se réfugier du nazisme, etc. Mais on se rend compte que le racisme et l'antisémitisme est tout aussi présent, mais qu'il est encore plus insidieux, implicite, ce qui le rend presque pire quasiment, quoi, parce que il y a une scène où justement t'as le mécène qui lui jette une pièce, il lui fait prendre, ramasse la pièce et tout, et on sent que c'est un peu de l'humiliation subtile, quoi, et on sent que pour eux en fait Laszlo c'est presque un bon sauvage, quoi. C'est un peu genre il vient d'un peu d'une contrée lointaine, c'est un Pokémon rare presque, quoi, pour eux. Je veux dire, il y a les scènes, on a des scènes de repas comme ça où il ramène sa famille et tout, et il y a un peu ce truc de ils viennent d'ailleurs, voilà, on apprend un peu à les connaître. Et ce qui est horrible, quoi. Et du coup ils sont un peu obligés de subir ça, et en même temps il y a ce truc de Laszlo veut faire son projet, mais en même temps il subit ce racisme, cet antisémitisme de plein fouet, quoi, en fait. Et oui, tu comparais aussi le mécène avec Laszlo. C'est ça que les deux ont un peu ce truc de mec têtu, pas très raisonné, quoi, entre ce sorte de civili producteur qui veut à la fois un gymnase, une université et tout, alors que ça n'a aucun sens, mais qui veut quand même ça parce que surtout dans un bled où il n'y a rien, quoi. Tu te dis mais c'est presque le truc qui a presque pas de sens, quoi. C'est plus un fantasme de riche que vraiment d'un projet. Mais en même temps Laszlo qui veut faire son projet d'art pour un truc, même à la fin on s'en rend compte, quoi, ça marche pas, c'est pas du tout pratique comme lieu, quoi. Et ouais, justement sur le bâtiment que tu abordais, qui était vachement bien montré, ce qui est bien c'est que à l'opposition justement du film sur Bob Dylan qui bombarde les musiques, là l'architecture montrer l'architecture est économisée, mais du coup quand on la voit vraiment on la savoure pleinement, quoi. Ce que je veux dire au début c'est que par des photos, donc c'est un peu compliqué de vraiment apprécier la chose, mais le fait de voir ce chantier se créer, voir le truc progresser,
pour avoir cette séquence vraiment monumentale où vraiment c'est là que le bâtiment vit, quoi. C'est ce moment où le mécène, après être confronté à ses méfaits, s'exile on sait pas trop où, et qu'il y a l'exploration du bâtiment. Là on se rend compte du côté presque, il y a presque un côté christique, un peu paranormal du lieu, quoi. Je veux dire, on dirait que c'est un truc surréaliste, on dirait qu'ils sont dans les backrooms presque, tu vois, c'est presque pas la vraie vie, quoi. Et le fait de le montrer qu'à la fin, ça fait que vraiment tu te dis ouais, ok, là il y a vraiment un truc, et là tu kiffes le bâtiment. Et même moi, après avoir vu le film, je sais pas, je prêtais attention à l'architecture des bâtiments, j'étais en mode ah ouais, c'est un peu brutaliste quand même le truc là, alors pas du tout. Et c'est ça qui est assez fort, quoi, je trouve, dans le film, quoi, vraiment, ce côté là, quoi. Ouais, donc, non, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez rien à rajouter non plus. Non, bah écoute, de toute façon, vous en avez bien parlé. Effectivement, c'est assez riche, mais c'était. Je vais juste revenir sur la comparaison que tu fais avec Oppenheimer, parce que c'est vrai que j'y avais pensé aussi, mais sans pousser le truc. Mais moi, je suis toujours subjugué par le brutalisme. Moi, j'aurais très bien pu ne pas aimer, parce qu'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est un peu ce genre de films qui se donnent des allures de grosses limousines et qui ont des moteurs de chevaux à l'intérieur. Et Nolan, pour moi, c'est un peu la définition de ça. Et particulièrement Oppenheimer. Où là je vais faire, c'est juste un peu débile ce que je vais dire, mais Oppenheimer, je trouve que c'était très très cher et je sais pas où est l'argent quand je vois le film. Et là, Brutaliste, il y a pas du tout d'argent et je sais pas comment ils ont pu faire, quoi. Mais aussi autre chose peut-être plus intéressant et sur lequel vous êtes un peu revenu, mais qui me paraît hyper intéressant dans le film, c'est ce mélange entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une sorte de vision idéaliste, artistique, cette vision de l'architecture, donc il y a un accomplissement, une sorte de transfiguration dans la matière de ce qu'il y a dans son âme, ou je sais pas quoi, quelque chose qui serait de l'ordre de la transcendance, et puis ce rapport au film que moi j'aime beaucoup et qu'on trouve pas chez Nolan, et je suis aussi beaucoup moins dans le cinéma américain, c'est ce rapport corporel très très fort. Le film, il est hyper vulgaire dans sa représentation de la matière, du sexe, de la décrépitude physique. Il y a un côté très vraiment incarné dans le corps, et qui je trouve participe un petit peu dans tout le système du film, avec une sorte de vision un petit peu... Je sais que moi j'étais hyper marqué dans la scène en Italie, par exemple, où tu as cette scène avec la matière qui est filmée, le marbre et tout, et cette sorte de soirée un petit peu pareil, très mise en scène et tout ça, très, très abstraite, et puis qui se finit sur un truc horrible, très corporel pour le coup. Tu as tout une sorte de mélange de différents tons qui me paraît participer en tout cas pleinement au fait que le film, à aucun moment on dirait que c'est un grand film en papier glacé que tu as envie d'accrocher dans ton salon. Il est toujours un petit peu surprenant, toujours un petit peu ambigu, toujours il carbure avec des motifs, une esthétique assez variée, ouais. On finit sur un dernier film, à part si vous avez quelque chose à rajouter sur The Brutalist, allez le voir, posez vos RTT et allez le voir. Présence de Steven Soderbergh. Alors, Présence, un film qui s'est vendu comme un film d'horreur mais qui n'en est pas du tout un. En gros, l'idée c'est qu'on suit... tout le film se passe en vue première personne et on suit le point de vue d'un fantôme qui, entre guillemets, hante, disons plutôt habite une maison. Et on va comprendre que ce fantôme a la vie avant qu'il soit mort, quoi, a un lien avec cette famille, qu'il se passe des choses. Et du coup, on est plus en vrai sur un drame familial que vraiment un film d'horreur, car en fait, par le point de vue du fantôme qui est lié à la famille, on comprend un peu un peu le trauma qui traverse cette famille, etc. Et du coup, il brasse un peu plusieurs genres, et je trouve que le film reste un peu trop en surface, je dirais. Dans le sens où, par exemple, voilà, on a ce concept un peu... Parce que du coup, tout le film se fait c'est quasiment que des plans séquences, quoi, en fait. Des suites de plans séquences, on adopte le point de vue du fantôme, qui est vraiment un personnage à part entière, et dont l'expression passe que par du coup les plans de caméra. Et ses capacités de fantôme, c'est-à-dire faire léviter des trucs, éteindre les lumières, enfin des trucs de fantôme classiques, quoi. Et je trouve que donc du coup on joue un peu avec ça. Par exemple, on a des moments où parce que du coup le fantôme était une ancienne amie d'une des filles qui habite, d'une des ados qui habite dans la maison, du coup. Et voilà, il y a une scène comme ça où il y a une scène de sexe, et où du coup le fantôme se cache dans la buanderie, un peu timide, en mode ah non, je veux pas voir ça, je veux pas voir ma pote en train de faire l'amour, quoi. Ce qui est assez comique. Et donc aussi le truc de ce fantôme peut influencer sur la maison, donc faire bouger des trucs, etc. Mais au final, ça reste un peu en surface, et si on oublie tout le côté drame familial,
ça devient juste un peu un film un film d'horreur cheapos en fait, parce que souvent je trouve que le film est assez court, 1h30 je crois, ou 1h20 par là, et on a une structure assez facile de au début voilà, on voit la famille qui s'installe dans la maison, vraiment le film d'horreur classique quoi, donc ils s'installent dans la maison, ils emménagent. Au début c'est un peu soft, genre on fait bouger un meuble ou deux, ça fait peur. Et après il y a un peu une sorte de climax de la famille atteste que il y a un truc paranormal, faut agir. Là où un film d'horreur classique ça aurait été du coup tout le monde se fait zigouiller les uns après les autres, là c'est plus la menace est autre, et le fantôme qui est d'ailleurs plutôt un protagoniste qu'un antagoniste en fait, va aider la famille contre ce vrai antagoniste, qui est assez ironique d'ailleurs, parce que du coup le vrai méchant est une sorte de, enfin c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas un violeur, c'est un tueur en série, mais qui agit comme un violeur, c'est-à-dire qu'il va droguer des filles pour les buter, en gros, quoi, c'est son truc, et qui du coup va tuer la personne qui est maintenant un fantôme. C'est un peu ça tout le twist du film, quoi. Donc là où on s'attendrait du coup à un film d'horreur où le fantôme va zigouiller tout le monde, en fait il va aider à tuer le vrai tueur en fait, c'est-à-dire ce tueur en série. Et du coup, donc si on prend juste l'horreur, donc il y a juste ce détournement qui est assez intéressant, mais après ça reste assez classique du truc de oh là là c'est bizarre, il y a un fantôme, mais non c'est pas un fantôme, faut appeler la police, mais non c'est que c'est pas les fantômes, enfin, le truc un peu convenu quoi, on va dire, voilà. Et si on parle du drame familial, il y a tout un truc sur la drogue, où justement donc on comprend que ce qu'est le fantôme, c'était l'ancienne amie d'une des adolescentes, et que elle est morte d'une overdose, et il y a un peu cette critique, donc on voit les personnages dire ah voilà c'est une sale droguée, je crois qu'il y a sûrement un peu de misogynie en mode voilà elle se tape des mecs, enfin, il me semble qu'il y a un truc dans le genre, je crois, dans le film, il y a un peu ce truc de c'est une sale droguée qui fait la fête, bref, elle a pas de valeur cette meuf là quoi. Et du coup, on comprend qu'en fait, non, c'est ce mec qui s'amuse à droguer des meufs et avec du GHB, et après, il allait faire s'étouffer avec du cellophane, en gros, quoi. Du coup, tout le monde croit à une overdose, mais en fait, non, il les tue. Et donc, t'as tout ce truc sur une famille un peu dysfonctionnelle, sur cette overdose, mais qui est assez traité en surface, parce qu'en plus, quand tu vois le film, tu te dis, attends, parce que les drogues traitées, c'est des joints, et du coup, tu te dis, attends, une overdose de joints, comment ça Enfin, ça fait un peu boomer, quoi, on va dire, traité comme ça, quoi. Et du coup, et bon, on va surtout des jeunes, quoi. Même pareil, à part une scène qui sonne assez vraie, c'est que t'as le grand frère de la meuf qui a un peu une tête de con, qui fait des sales blagues, ou par exemple, tu comprends qu'il fait une vanne à une meuf, ou je sais plus, il l'affiche avec une photo il lui fait du revenge porn, en gros, quoi, un truc dans le genre, et on comprend qu'après, il finit en HP. Et t'as cette scène qui sonne assez vraie, où t'as son pote qui lui parle de ça, il fait genre ah bah c'est les gens, c'est comme ça, quoi. Et en fait, c'est une situation hyper grave d'une meuf qui finit en HP après du revenge porn, et eux qui traitent ça à la légère, et c'est horrible, mais ça sonnait assez vrai, parce que au lycée, moi j'ai déjà vu des gens avoir des comportements dégueulasses comme ça, quoi. Donc tu te dis ok, là c'est assez accurate, mais sur tout ce qui est la drogue, sur tout ce qui est sur la drogue, c'est assez traité en surface. Et je trouve que le film s'essouffle un peu sur la fin, quand t'as ce truc de tueur en série, parce que du coup le film se veut presque naturaliste en fait, au-delà du fantôme, qui a vraiment suit une famille avec ses problèmes, voilà, ils ont une vie de couple, ils discutent et tout. Mais quand il y a des événements vraiment voilà, paranormal, c'est assez pompeux. Quand c'est sur la drogue, ça fait un peu boomer. Et au final, quand on a ce personnage de tueur en série qui arrive, et qui en plus voilà, il drogue la protagoniste, il lui fait un monologue de toute façon vous êtes toute conne, voilà, je vous drogue, j'ai du contrôle sur vous, enfin vraiment c'est le méchant qui explique son plan, quoi. Et bien sûr le fantôme, qui de base l'a déjà empêché une première fois de se droguer, la deuxième fois il le fait pas, tu te dis bah pourquoi tu fais pas, enfin vas-y, fais des trucs de fantôme, je sais pas moi, allez Casper, quoi. Et donc bon, c'est un peu un flop sur ce point là. Et après on a une sorte, donc du coup voilà, le violeur se fait tuer, on a une sorte d'épilogue à la fin, et voilà, parce que du coup à la fin c'est aussi du coup le frère qui est un peu un con qui se fait tuer avec le violeur, et à la fin plot twist, le frère devient le fantôme, t'es en mode oui bon allez, oui voilà, ça fait genre le cycle. Donc du coup ça fait que le concept est cool en vrai, quand tu vois le film tu te dis ok c'est marrant, vas-y, j'aime bien l'idée. En plus les films en première personne comme ça, de A à Z, on n'a pas tant que ça, à part Hardcore Henry qui est un peu boudé, mais moi que j'aime bien, qui reprend un peu le style jeu vidéo, mais là du coup on est plus sur une esthétique FPS jeu vidéo, alors que là c'est plus vraiment avoir un point de vue de fantôme, et la référence au jeu vidéo est pas du tout là. Mais au final, dans le scénario, le concept du fantôme est traité de manière assez superficielle, et tout le côté drame de famille, tout le côté drame familial est aussi assez convenu, et même des fois voire de mauvais goût, quoi, en fait. Donc je trouve ça assez dommage, quoi. Il y avait une bonne idée, mais pas assez creusé, et en plus pour un film d'1h30, c'est presque un peu feignant, quoi, presque, je trouve. Hein. Oui, effectivement. Après, je sais pas. Ouais, ça dépend vraiment de son horizon d'attente, ce film. Parce qu'il y a aussi une dimension que t'as pas dit, mais qui en même temps est légèrement
on va dire légèrement mis en application dans le film, et que c'est un film sur le cinéma aussi. Enfin, c'est-à-dire que le fantôme, en fait, ce truc, cette caméra qui se balade dans toute la maison et qui va voir et qui va toujours saisir là où il y a de l'affect, quoi. Bah, c'est clairement ça, quoi. C'est ce truc-là. Alors bon, voilà, c'est pas parce que tu fais un truc méta que t'es intelligent, hein, sinon ça se saurait. Mais ceci dit, voilà, et je trouve que vu que, comme tu l'as dit, bah, il y a quelques trucs plutôt assez convaincants, moi, à mon sens, en termes émotionnels, hein, surtout. Je trouve que bah, tu peux passer, enfin moi dans mon rapport de spectateur, tu peux passer complètement devant le fait que bah, le dispositif, il est peut-être malin sur le papier, mais comme beaucoup de dispositifs, bah, c'est complètement con. Et qu'il faut pas non plus trop réfléchir. Si tu réfléchis trop sur ces trucs-là, tu dis ça ne tient pas debout. Mais ceci dit, émotionnellement, le rapport de cette jeune fille complètement atterré par le deuil de sa copine, et puis une situation familiale très compliquée, bah, je trouvais que ça marchait bien, et que bah, au final, ce twist de petit malin qui est à la fin, bah, ça donne une résolution émotionnelle assez satisfaisante au film. Voilà, on en a peut-être terminé avec nos 4 films, et on a dit du bien et du mal et tout ça, et voilà, on a été gentil et méchant et tout va bien. Merci à vous, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle discussion. Merci.